La pauvre paysanne entendit des bruits à l'extérieur de la cabane, et lorsqu'elle sortit, elle n'en crut pas ses yeux. Élise Moreau vivait seule depuis ses 16 ans, dans une modeste cabane de bois aux abords d'un petit village niché entre les collines verdoyantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis la mort prématurée de ses parents, emportée par une épidémie qui avait frappé la vallée quelques années auparavant, la jeune femme s'était forgée une existence rude, rythmée par le travail de la terre, les saisons capricieuses et le silence constant de la campagne. Chaque matin, Élise se levait bien avant l'aube, ses mains calleuses s'activant dans le jardin potager qu'elle entretenait avec une rigueur presque militaire. Carottes, navets, poireaux, herbes aromatiques, tout poussait dans les sillons qu'elle avait tracés avec patience. Elle transformait une partie de sa récolte en confitures, soupes et compotes, qu'elle allait vendre au marché du village chaque samedi matin, tenant un petit étal en retrait discrète et poli, mais toujours seule. Sa cabane était rudimentaire. Un poêle à bois pour chauffer l'unique pièce principale, une petite table, un lit de paille renforcé, une armoire bancale et quelques étagères où s'alignaient bocaux, livres usés et outils de couture. Le toit grinçait souvent sous le vent, mais Élise s'y sentait chez elle. Elle n'avait jamais vraiment connu autre chose et ne s'en plaignait pas. Les habitants du village la respectaient à distance. Certains disaient qu'elle portait en elle la tristesse des orphelines, d'autres qu'elle avait hérité du don de sa grand-mère guérisseuse, autrefois connue dans la région pour ses infusions et ses remèdes naturels. Mais Élise n'accordait pas d'importance aux rumeurs. Elle se suffisait à elle-même, trouvant un certain apaisement dans la solitude. Ce soir-là, l'automne avait enveloppé la vallée d'un froid pénétrant. Le vent sifflait entre les arbres nus, et des feuilles mortes tourbillonnèrent devant la porte. Élise, assise près du feu, cousait lentement une vieille nappe déchirée. La lampe à huile projetait des ombres vacillantes sur les murs et seul le craquement du bois dans le poêle troublait le silence. Elle aimait ces instants paisibles où le monde extérieur semblait lointain, presque irréel, mais soudain, un bruit la fit sursauter. Ce n'était pas un craquement du bois, ni le souffle du vent. C'était un son plus lourd, plus précis, un froissement suivi de ce qui ressemblait à un pas maladroit sur les feuilles humides à l'extérieur. Élise posa son ouvrage et tendit l'oreille. Son cœur battait plus fort. On ne venait jamais jusqu'à sa cabane à cette heure-ci, encore moins par une nuit aussi glaciale. Elle se leva lentement, attrapa une bougie sur l'étagère, l'alluma à la flamme de la lampe et s'approcha de la porte. Un autre bruit. Cette fois, elle en était certaine. Quelqu'un ou quelque chose bougeait juste derrière la cloison de bois. Était-ce un animal? Un voyageur égaré? Ou pire, un rôdeur venu des bois? Sa main tremblait légèrement en se posant sur la poignée. Elle savait qu'aucun voisin n'était assez proche pour entendre si elle appelait à l'aide. Le village le plus proche était à plus de 15 minutes de marche, et elle ne possédait ni chien ni fusil. Dans un murmure presque inaudible, elle se donna du courage, du calme, Élise. Ce n'est peut-être rien. Elle ouvrit lentement la porte, la flamme de sa bougie vacillant dans la brise glaciale, et ce qu'elle vit sur le pas de sa porte figea son souffle dans sa gorge. Il était là, debout sous la pluie fine, son corps tremblant de froid, la tête légèrement baissée, comme s'il craignait de croiser son regard. Il portait un manteau long, détrempé, et ses bottes étaient couvertes de boue jusqu'aux mollets. Son visage, à moitié dissimulé par une écharpe grise mal enroulée, laissait entrevoir une barbe de plusieurs jours et des yeux clairs, fixant Élise avec une intensité qu'elle ne sut immédiatement interpréter. Ce n'était pas la peur qui s'en dégageait, ni l'arrogance, mais une sorte de tension contenue, comme s'il luttait pour rester debout, pour parler, pour ne pas céder à quelque chose de plus profond que le froid. Il toussa, une toux rauque et sèche, puis fit un pas hésitant vers la lumière qui émanait de la cabane. « Je suis désolé », murmura-t-il dans un français impeccable, mais avec une voix cassée. « Je ne voulais pas vous effrayer. J'ai perdu mon chemin. Je marchais depuis des heures dans la forêt. Pourriez-vous me laisser entrer, juste cette nuit ?» Élise resta un instant figée. Elle n'avait pas peur au sens strict, mais son instinct lui criait de se méfier. Personne ne passait par ces bois à cette heure, encore moins dans cet état. Elle observa ses mains. Elles étaient rouges de froid, mais sans trace apparente de blessures ou de griffures. Ses vêtements semblaient usés. Pourtant, elle remarqua, presque malgré elle, que la coupe du manteau était de qualité.
pas le genre de tissu que l'on retrouve sur les épaules d'un vagabond ordinaire. Il leva les yeux vers elle, et dans ce regard, elle crut percevoir autre chose. Pas seulement de la fatigue, mais une sorte de solitude familière. Une détresse silencieuse qui, bien que dissimulée sous des manières polies, éveilla chez elle un écho, comme un miroir déformé de sa propre existence. « Vous pouvez rester près du feu » dit-elle enfin en ouvrant un peu plus la porte. « Mais seulement cette nuit. » Il hocha la tête sans discuter, puis entra lentement, ses pas laissant des traces humides sur le plancher en bois. Une fois à l'intérieur, il se dirigea vers le poêle et tendit ses mains gelées vers la chaleur. Élise referma la porte, resserrant son châle sur ses épaules. Elle alluma une autre lampe pour mieux éclairer la pièce. L'homme, sans demander, ôta son manteau trempé et le suspendit sur une chaise. Il portait en dessous une chemise de lin clair, tachée de boue, mais dont les boutons nacrés et la coupe trahissaient à nouveau une provenance bien différente de celle d'un simple vagabond. Elle l'observa sans mot dire pendant qu'il reprenait son souffle. Son dos était droit, ses mouvements précis. Rien dans sa posture n'évoquait l'abandon ou la négligence. Et malgré la fatigue apparente, il y avait dans ses gestes une retenue, une discipline presque élégante. « Comment vous êtes-vous perdu ?» demanda-t-elle enfin, en lui tendant une tasse d'eau chaude infusée avec un peu de thym de son jardin. « J'ai quitté la route principale après Chambon-sur-Lac, répondit-il, en serrant la tasse entre ses mains. Je pensais prendre un raccourci pour rejoindre le Mont d'Or, mais je me suis engagé sur un mauvais sentier. La nuit est tombée vite, et la pluie m'a surpris. Mon téléphone est tombé dans un ruisseau. Plus de lumière, plus de cartes. Je marchais à l'aveugle depuis la fin de l'après-midi. Son récit était cohérent, mais quelque chose sonnait faux. Élise connaissait bien la région. Les chemins entre Chambon-sur-Lac et le Mont d'Or étaient balisés. Il était difficile de se perdre complètement, sauf si l'on cherchait précisément à éviter les routes connues. Elle ne répondit pas immédiatement. Il but en silence, ses yeux fixés sur les flammes. « Vous êtes blessé ?»« Non, juste fatigué et frigorifié. » Elle hocha la tête, toujours méfiante. Elle ne voulait pas de problème. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle tenait à sa tranquillité. Accueillir un inconnu, c'était risquer d'attirer l'attention ou pire, de se retrouver mêlée à des affaires qui ne la concernaient pas. Mais en même temps, elle ne pouvait pas moralement fermer la porte à quelqu'un qui tremblait de froid et risquait de mourir d'hypothermie à quelques mètres de son seuil. « Vous dormirez sur le banc », dit-elle en désignant le large meuble près du mur, recouvert de coussins et d'une vieille couverture. « C'est tout ce que je peux offrir. C'est bien plus que ce que j'espérais, » répondit-il avec une voix adoucie. « Merci, mademoiselle. Élise. Merci, Élise. » Il s'allongea sans discuter, et bientôt ses paupières se fermèrent. Mais Élise resta éveillée encore longtemps. Elle rangea les tasses, s'assit près de la fenêtre et observa la pluie tomber. Dehors, le vent s'était levé. Dedans, elle sentait sa propre respiration se faire plus lourde, plus lente. Elle n'aimait pas la présence d'un inconnu dans sa maison. Et pourtant, quelque chose en elle refusait de regretter sa décision. Avant d'aller se coucher, elle jeta un dernier regard vers le visiteur. Il dormait profondément, le visage enfin visible, apaisé. Elle nota la finesse de ses traits, la régularité de ses sourcils, la propreté de ses ongles. Il ne ressemblait en rien au vagabond qu'elle avait croisé au marché ou aperçu le long des routes. Et cette pensée, au lieu de la rassurer, la troubla encore davantage. Elle souffla la lampe, laissant la chaleur du poêle envahir la pièce. L'obscurité reprit possession de la cabane, mais le silence n'était plus le même. Une présence nouvelle avait franchi le seuil, et Élise savait, sans pouvoir l'expliquer, que cette nuit marquait la fin d'une certaine forme d'innocence dans sa vie. Elle ne savait pas encore ce que cet homme cachait, ni pourquoi son regard lui restait en mémoire, même les yeux fermés. Mais elle comprit déjà que rien dans les jours à venir ne ressemblerait à ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Le lendemain matin, Élise se réveilla plus tôt qu'à l'habitude. Malgré la nuit fraîche et les couvertures épaisses, elle avait mal dormi. La pensée de l'inconnu dormant à quelques pas d'elle la maintenant dans un état d'alerte silencieuse. Dès les premiers rayons du jour filtrant par les interstices de ses volets, elle se leva sans bruit, noua ses cheveux en un chignon rapide et enfila son tablier de travail. Dans l'ombre bleutée du matin, elle jeta un coup d'œil vers le banc. L'homme dormait encore, allongé sur le côté, la couverture remontée jusqu'au menton, comme s'il n'avait pas bougé de toute la nuit. Élise prépara du café noir,
puis sortit brièvement ramasser quelques œufs frais dans le poulailler. Lorsqu'elle revint, il était réveillé. Il se redressa lentement, frotta ses yeux et la remercia d'un ton poli, presque trop poli, comme un homme habitué aux formalités d'un monde éloigné du sien. « Bonjour », dit-il, en se levant avec lenteur. « Je me sens déjà bien mieux. Vous m'avez sauvé d'une nuit qui aurait pu très mal se terminer. Vous pouvez rester ici le temps de reprendre des forces, mais je travaille toute la journée, » répondit-elle sans détour. « La cabane est modeste, vous l'avez vu. Pas de distraction, pas de luxe. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le maintenant. Un peu d'eau pour me laver, si cela ne vous dérange pas. Et peut-être une bassine. » Élise hocha la tête et sortit chercher de l'eau au puits. À son retour, elle trouva l'homme en train de plier soigneusement la couverture et de remettre le banc en ordre. Ce détail, insignifiant en apparence, attira son attention. Peu de gens dans la région prenèrent la peine de ranger ainsi, encore moins après une nuit glaciale passée sur un meuble dur. Il agissait avec méthode, presque avec élégance, comme quelqu'un élevé dans une culture de soins et de formalité. Elle le regarda s'agenouiller et se laver les mains et le visage dans un silence précis. Aucun geste n'était bâclé. Il prenait son temps, comme s'il répétait une routine qu'il n'avait jamais abandonnée. Même la manière dont il essuya ses mains sur un vieux torchon paraissait incongrue dans ce décor rustique. Ses ongles, malgré la veille passée dans la boue, étaient encore nets. Trop nets. Elle l'observa discrètement tout au long de la matinée. Il parlait peu, ne posait pas de questions inutiles, et semblait vouloir respecter l'espace qu'elle lui accordait. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, quelque chose sonnait, anormal. Ses mots étaient choisis, son phrasé d'une précision presque littéraire. Il n'utilisait jamais de contractions, pas même dans des phrases simples. Quand il évoqua le café, il en parla comme d'un produit d'origine, mentionnant subtilement l'arôme, la torréfaction et même le type de grain. Élise, elle, achetait du café moulu en sachet à l'épicerie de la place. Elle n'avait jamais réfléchi à la provenance de ces produits, encore moins au vocabulaire qui les accompagnait. Et pourtant, cet homme semblait y accorder une importance étrange pour quelqu'un censé être perdu dans les bois depuis des heures. Lorsqu'elle prépara un peu de pain avec du fromage de chèvre pour le déjeuner, il remercia en notant la qualité du lait et le type de pâte. Il semblait aussi reconnaître le couteau qu'elle utilisait, mentionnant le nom d'un artisan coutelier de Thiers, une ville voisine réputée pour ses lames. « Vous vous y connaissez en coutellerie ?» demanda-t-elle, un sourcil légèrement relevé. « Mon père collectionnait les couteaux », répondit-il après une courte hésitation. « J'ai grandi entouré de ces objets. » Élise acquiesça, mais ne crut pas une seconde que son père, s'il avait été un simple ouvrier ou artisan, aurait eu les moyens de constituer une collection d'objets aussi coûteux. Elle se retint de pousser la question, mais dans sa tête, les incohérences s'accumulaient. L'après-midi avançait, et Élise continua son travail habituel dans le potager. L'homme proposa de l'aider, et elle accepta, ne serait-ce que pour l'observer davantage. Il s'avéra volontaire, mais inexpérimenté. Il ne reconnaissait pas certaines herbes, plantait les semis avec trop de force ou pas assez de profondeur. Pourtant, il apprenait vite et faisait preuve de patience. Mais ce fut encore une fois son langage qui le trahit. Lorsqu'elle lui demanda de transporter une caisse de pommes de terre, il utilisa le mot tubercule, puis ajouta un commentaire sur les variétés mentionnant des noms latins qu'elle n'avait jamais entendus. Cela ne correspondait pas à un homme des bois, ni même à un promeneur perdu. Cela ressemblait à un homme éduqué, cultivé, et très loin de ce qu'il prétendait être. Ce fut à la tombée du jour qu'Élise en eut la confirmation. Tandis qu'elle rangeait ses bocaux dans l'armoire, elle laissa tomber un couvercle qui roula sous la table. L'homme, qui lisait un vieux livre en silence depuis 1 heure, se pencha, le ramassa et le lui tendit. Dans ce geste simple, elle vit ses mains, propres, trop propres, les ongles bien taillés, sans aucune trace de terre, malgré la journée passée dans le jardin. Ses doigts portèrent même de fines marques circulaires, comme celles laissées par des bijoux enlevés récemment. Élise prit le couvercle sans un mot, mais une tension nouvelle s'installa dans la pièce. Elle le remercia puis s'éloigna pour dissimuler son trouble. Ce n'était pas seulement un homme cultivé. C'était un homme habitué à un monde de précision, de luxe et probablement de pouvoir. Le soir venu, elle prépara une soupe simple. Ils mangèrent dans un silence partagé, ponctué de quelques mots sur la météo ou les récoltes à venir. Elle avait décidé de ne plus le questionner, pas encore.
Il finirait bien par se contredire, ou parler trop. Et ce jour-là, elle serait prête. Lorsqu'il se coucha de nouveau sur le banc, il la remercia encore une fois. Cette fois, cependant, elle remarqua un changement dans sa voix. Une légère fatigue, comme un homme qui commence à se rendre compte que son déguisement s'effrite. Elle éteignit les lampes et s'installa dans son lit. Mais dans le noir, ses pensées tournaient sans repos. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi un inconnu aussi raffiné errait-il dans les bois d'une région isolée, vêtu d'un manteau sale mais taillé sur mesure, capable de reconnaître un vin ou un fromage à l'odeur, parlant comme un diplomate, dormant comme un fugitif? Élise ne trouvait pas les réponses. Mais elle savait que le moment viendrait où elle devrait choisir, le confronter ou rester dans l'ignorance. Et dans cette ignorance-là, elle sentait plus que jamais que le danger n'était pas dehors, mais assis à quelques mètres d'elle, sous son propre toit. 2 jours passèrent dans une routine étrange. Élise continuait de vaquer à ses tâches, mais sa vigilance était constante. L'homme, toujours poli et discret, n'élevait jamais la voix, ne posait pas de questions indiscrètes et semblait faire tout son possible pour ne pas déranger. Il se levait tôt, aidait lorsqu'elle le lui permettait, mangeait peu et lisait beaucoup. Les livres qu'elle possédait étaient pour la plupart des ouvrages pratiques ou quelques récits anciens de la région, mais il s'y intéressait avec une attention qui lui semblait excessive. Il les lisait rapidement, comme quelqu'un habitué à l'analyse, et parfois il faisait de petites remarques que seul un esprit éduqué aurait pu formuler. Le 3e matin, Élise profita d'un moment où il était parti couper du bois derrière la cabane pour aérer la pièce et ranger. Le banc avait été soigneusement remis en ordre, comme chaque jour, et l'homme avait posé sa besace à côté du mur, légèrement entr'ouverte. Au début, elle n'avait pas l'intention d'y toucher. Ce n'était pas dans ses habitudes de fouiller dans les affaires d'un autre, encore moins de quelqu'un qu'elle hébergeait. Mais un détail l'attira. Le coin d'un carnet de cuir rigide, visiblement ancien, dépassait de la poche principale. Elle hésita quelques secondes, puis céda à sa curiosité. Elle s'approcha, tendit la main et sortit lentement le carnet. Il était épais, solidement relié, et portait des initiales dorées sur la couverture. A, B. Ce fut la première secousse. Elle n'avait jamais entendu son prénom ni son nom. Depuis son arrivée, il avait évité toute présentation en règle. Ce simple détail confirma ce qu'elle soupçonnait. Il ne s'agissait pas d'un simple égaré. Elle ouvrit le carnet à une page au hasard, espérant ne tomber que sur des notes anodines. Mais dès les premières lignes, ses doutes se renforcèrent. Les pages étaient remplies de textes rédigés tantôt en français, tantôt en anglais. Les 2 langues étaient écrites avec une précision impressionnante, sans faute, avec un vocabulaire technique. Il ne s'agissait pas de journal intime ni de simples pensées vagues. Les notes parlèrent de réunions stratégiques, investissements à risque, fonds bloqués et révision d'actifs. Elle lut un passage entier où il était question d'une réunion à Londres avec un certain monsieur Caro, lié à un groupe bancaire européen. Un autre évoquait une transaction annulée à Zurich. Plusieurs noms de sociétés revenaient régulièrement, dont certaines qu'elle avait déjà entendues dans les journaux économiques, que le pharmacien du village laissait traîner parfois. Elle tourna quelques pages de plus. D'autres annotations faisaient état de litiges juridiques, de clauses de confidentialité et même d'une note manuscrite mentionnant un risque de compromission par X, trahison probable, vigilance extrême recommandée. Cette dernière phrase la fit frissonner. Elle se demanda si le X était un prénom ou une simple initiale pour désigner quelqu'un à éviter. Quoi qu'il en soit, le contenu du carnet ne correspondait en rien au profil de l'homme qu'il prétendait être. Elle referma brusquement le carnet lorsqu'elle entendit le craquement d'une branche dehors. Elle le remit exactement à sa place, rangea rapidement les autres objets autour et reprit sa posture comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, il entra, portant une brassée de bois, le visage rougi par l'effort. Il la salua, posa les bûches à côté du poêle et se lava les mains en silence. Mais Élise n'était plus calme. Elle le regardait avec une méfiance grandissante, son esprit bouillonnant de questions. Dès qu'elle trouva un moment après le repas, elle décida de l'affronter. Elle ne pouvait pas supporter de vivre avec cette tension permanente, d'héberger un inconnu qui portait visiblement un secret d'une ampleur qu'elle ne comprenait pas encore. « J'ai vu votre carnet », dit-elle d'une voix ferme, les bras croisés, debout près de la porte. L'homme releva lentement la tête, ses yeux la fixant avec une expression indéchiffrable.
Je l'ai trouvé dans votre sac ce matin. Les notes, les noms, les entreprises. Ce n'est pas un carnet de voyage ni de souvenirs. Vous êtes quelqu'un d'autre, pas un homme perdu dans la forêt. » Un long silence s'installa. Il ne la coupa pas, ne tenta pas de nier immédiatement. Il baissa les yeux un instant, comme s'il pesait chaque mot à venir. « Ce carnet n'est pas à moi, » dit-il finalement. Il appartenait à un collègue. Je l'ai trouvé et je l'ai gardé pour des raisons personnelles. Ce que vous avez lu n'a rien à voir avec moi. Élise fronça les sourcils. C'est faux. Les initiales sont les vôtres. Et même si ce carnet était à quelqu'un d'autre, vous le comprenez parfaitement. Les termes, les annotations en anglais, ce sont vos mots, votre écriture. Vous vous trompez, dit-il, en gardant un ton calme. Je comprends vos soupçons, mais vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Je n'ai pas besoin de preuves. Je vous héberge sous mon toit. Je crois que j'ai le droit de savoir qui vous êtes. Sinon, vous partez. Le ton monta légèrement. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta devant la fenêtre. Dehors, le ciel était couvert, et un vent froid commençait à souffler à nouveau. « Si je vous disais la vérité, vous ne me croiriez pas, dit-il, sans la regarder. Et si je mens, vous le saurez. Alors essayez. Dites-moi ce que vous faites ici, et pourquoi ce carnet parle de réunions bancaires et de trahison. » Il se retourna lentement. Cette fois, son visage avait changé. Ce n'était plus celui d'un homme cherchant à masquer quelque chose. C'était un mélange de fatigue, de résignation et d'une tension nouvelle. « Très bien, » répondit-il. « Mais vous devez me promettre de m'écouter jusqu'au bout. Je ne suis pas ce que vous croyez. Et si vous me livrez aux autorités sans comprendre le contexte, je ne sortirai jamais vivant de cette affaire. » Élise ne bougea pas. Elle ne répondit pas immédiatement. Il venait de confirmer qu'il fuyait quelque chose de sérieux. Mais elle décida de ne pas reculer. Elle voulait la vérité, ou du moins une version plus proche d'elle. « Je vous écoute, » dit-elle, « mais ne me prenez pas pour une idiote. Si je sens que vous mentez, je vous conduis moi-même au poste de gendarmerie du village. »« Très bien, » répéta-t-il, « je vous dirai ce que je peux. » Ce fut à ce moment précis qu'Élise comprit que sa cabane n'était plus seulement un abri passager pour un homme perdu. Elle était devenue, sans qu'elle ne l'ait voulu, un lieu où se jouait une histoire bien plus vaste que sa vie quotidienne de fermière. Une histoire dont elle ignorait encore les enjeux, mais dont elle faisait désormais partie. Il s'assit lentement sur le banc, les mains jointes, le regard fixé au sol comme s'il cherchait les mots au fond de lui-même. Élise resta debout, le dos droit, à une distance prudente. Elle ne le quittait pas des yeux. Elle avait accueilli cet homme dans sa cabane par pitié. Mais ce soir, elle exigeait plus que des manières polies ou un langage raffiné. Elle voulait des faits, des réponses claires, une vérité concrète. « Je ne suis pas un criminel », commença-t-il d'une voix plus basse que d'habitude. « Pas comme vous l'imaginez, en tout cas. Je ne suis pas venu ici pour me cacher de la justice au sens le plus simple. Ce que je fuis, c'est une erreur grave. Et je ne peux pas la réparer tant que je suis traqué comme un fugitif. » Il leva enfin les yeux vers elle. Son regard était direct, et pour la première fois depuis son arrivée, il n'avait plus l'air de vouloir impressionner. Il semblait sincèrement acculé. « Vous devez comprendre que si je vous dis tout maintenant, vous serez en danger. Pas parce que je vous veux du mal, mais parce que ceux qui me cherchent n'hésiteraient pas à vous impliquer. Et je n'ai pas le droit de vous entraîner là-dedans sans votre consentement. » Élise ne répondit pas. Elle n'était pas convaincue. Ce ton dramatique l'irritait autant qu'il l'inquiétait. Il parlait toujours en évitant les mots concrets, les noms, les lieux précis. C'était une manière de brouiller les pistes, et elle en avait assez. « Vous n'avez pas répondu à ma question. Ce carnet, c'est le vôtre, et les notes qui s'y trouvent, ce ne sont pas des fables. Elle parle d'investissement, de manipulation financière, de rendez-vous dans des villes que vous n'osez même pas nommer. Vous fuyez quelque chose de bien réel. Vous êtes recherché, n'est-ce pas ?» Il serra les mâchoires, puis se leva. Il semblait sur le point de sortir, mais au lieu de cela, il fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta près de l'étagère où étaient rangés les pots de confiture. « Oui, je suis recherché, » dit-il, « mais pas pour ce que j'ai fait, pour ce qu'on m'accuse d'avoir fait. Ce n'est pas la même chose. Vous connaissez la différence. » Élise fronça les sourcils. Il jouait avec les mots. « Encore. Et que vous reproche-t-on » Il se tourna vers elle. L'ombre de la lampe projetait des reflets durs sur son visage. « On m'accuse de fraude bancaire, de détournement de fonds, de manipulation de comptes,
et de dissimulation de documents confidentiels. Elle recula d'un pas, presque involontairement. C'est donc vrai. Vous êtes lié à ce monde-là, celui dont parlent les journaux. Les scandales, les hommes d'affaires arrêtés en pleine nuit, les procès à huis clos. Et vous êtes venu vous cacher ici, chez moi. Il hocha lentement la tête. Je ne suis pas venu ici par hasard. Mais je ne vous connaissais pas, Élise. Je cherchais un endroit isolé, loin des routes, sans surveillance. Je suis tombé sur votre cabane au moment où je pensais dormir dehors, dans la forêt. J'étais au bout de mes forces. Et je vous jure que je n'avais pas prévu de rester. Mais vous êtes resté, parce que vous m'avez laissé entrer, parce que vous n'avez pas posé de questions tout de suite, parce que vous m'avez offert du feu, de l'eau, un toit, et que je n'avais rien d'autre. Le silence retomba. Élise sentit sa colère se mêler à une forme de confusion. Il parlait bien, trop bien. Chaque phrase semblait calibrée, comme si elle avait été répétée. Mais elle reconnaissait aussi dans son ton une fatigue réelle, une tension qui ne venait pas seulement de la peur d'être pris. Il portait quelque chose sur les épaules, un poids qui dépassait la simple fuite. Et maintenant, que comptez-vous faire? Il reprit sa marche dans la pièce lentement, les mains dans le dos. Je ne peux pas me rendre. Pas tant que je n'ai pas réuni les preuves de ma version. Il y a des documents, des échanges de mails, des transferts, des signatures falsifiées. Tout est là, mais ils sont cachés, et je dois attendre le bon moment pour les récupérer. Si je me rends maintenant, ces preuves disparaîtront, et moi avec. Et vous croyez que je vais vous aider à rester caché? Il s'arrêta net, la regarda. Non, je ne vous le demande pas, mais je vous demande de ne pas me trahir. Pas encore. Laissez-moi quelques jours, je vous en supplie. Élise sentit une résistance intérieure céder. Elle ne savait pas si c'était de la pitié, de la compassion, ou simplement la peur de ce que provoquerait un appel aux gendarmes. Mais elle hocha lentement la tête. Vous avez 3 jours, pas un de plus, et pas un mensonge de plus non plus. Si je découvre que vous me manipulez, je vous dénonce moi-même. Il s'inclina légèrement, comme pour la remercier. Mais elle ne partageait pas son calme retrouvé. Au contraire, un nœud se formait dans sa gorge. Elle venait de faire un choix, et ce choix liait désormais son destin à celui d'un homme accusé de crimes graves. Que ces accusations soient fondées ou non, elle venait de franchir une ligne. Elle alla se coucher sans un mot de plus. Dans le lit, elle resta longtemps éveillée, les yeux fixés sur le plafond sombre. Les paroles de l'homme tournaient en boucle dans sa tête. Fraude bancaire, détournement de fonds, documents falsifiés. Et maintenant, elle savait qu'en le gardant ici, elle risquait bien plus que des rumeurs de village. Elle risquait la complicité, l'humiliation publique, voire pire. Mais ce qui la dérangeait le plus n'était pas la peur de ce que les autres diraient. C'était cette part d'elle-même qui croyait encore qu'il disait vrai. Cette intuition persistante qu'il fuyait quelque chose de réel, d'injuste, une erreur. Peut-être, elle aurait voulu pouvoir haïr cet homme, ou au moins s'en méfier avec froideur. Mais au fond d'elle, il y avait un doute plus lourd que tout le reste. Et dans ce doute, elle pressentait que les jours à venir ne feraient qu'alourdir le poids de sa décision. Le lendemain, Élise se leva avec un poids nouveau sur la poitrine. Elle avait passé la nuit entière à revoir les mots du visiteur dans sa tête, et rien n'avait su dissiper le malaise. La révélation de la veille avait changé leur dynamique. Il n'était plus un inconnu perdu, ni un simple visiteur égaré. Il était un homme en fuite, accusé de crimes financiers et qui, malgré ses discours mesurés, portait un fardeau bien plus grand que ce qu'il voulait admettre. À présent, chaque geste, chaque regard, chaque silence entre eux portait cette tension silencieuse. Elle descendit en silence, alluma la lampe à huile et mit l'eau à chauffer. Il n'était pas encore réveillé. Le banc était vide, mais son manteau était toujours là. Elle sortit et le trouva non loin de là, agenouillé près du puits, les manches retroussées, lavant ses mains avec une lenteur presque cérémonieuse. Lorsqu'il l'aperçut, il ne dit rien immédiatement. Il se contenta de la saluer d'un signe de tête, comme s'ils étaient 2 collègues de ferme qui partagèrent le même terrain sans s'encombrer de paroles inutiles. Ils déjeunèrent sans parler. Élise n'avait plus envie de poser des questions qui l'éviteraient. Elle voulait qu'il parle de lui-même, qu'il se dévoile sans qu'elle ait à arracher les vérités au compte-gouttes. Elle avait compris que le brusquer ne menait à rien. Il avait l'habitude de la retenue, et chaque mot qu'il laissait sortir semblait avoir passé un filtre intérieur. En fin de matinée,
Elle l'entendit ouvrir la porte de la grange là où elle entreposait ses outils et quelques affaires oubliées de ses parents. Elle sortit à son tour, surprise de le voir assis sur un vieux tonneau, le regard perdu dans la forêt brumeuse. « Vous avez grandi ici ?» demanda-t-il sans la regarder. Elle acquiesça. « Depuis mes 16 ans, seul. » Il resta silencieux un moment, puis reprit d'une voix plus lente. « Moi, j'ai grandi à Paris, mais ce n'est pas vraiment grandir là-bas. C'est s'étirer dans une cage au milieu du bruit, des ordres, des ambitions. On vous apprend à calculer vos mots, vos gestes, vos amitiés, même vos silences. » Élise ne répondit pas. Il poursuivit, presque comme s'il se parlait à lui-même. « Je me suis enfui. Ce n'était pas une décision soudaine. Ce n'est pas une crise. Ce n'est pas un coup de folie. J'ai réfléchi longtemps. Trop, peut-être. Mais un jour, j'ai compris qu'il n'y avait plus d'issue dans ma vie, que chaque porte que j'ouvrais menait à un piège. Et j'ai décidé de sortir du labyrinthe avant qu'on ne m'y enterre vivant. » Elle s'approcha légèrement, adossée à la poutre de la grange. « Vous avez fui parce que vous étiez accusé à tort ?» Il hocha lentement la tête. « Oui, mais pas seulement. J'ai fui parce que rester aurait été me condamner à porter une faute qui n'était pas la mienne. Et surtout parce que ceux qui m'ont piégé comptaient sur ma soumission. Ils savaient que je refuserais le scandale, que je préférerais le silence à la honte. Mais ils se sont trompés. Et comment ont-ils fait pour vous accuser? Vous avez des preuves de votre innocence ?» Il se passa une main sur le visage, puis répondit d'un ton plus grave. « J'ai commencé à poser des questions sur certaines transactions. Il y avait des montants qui disparaissaient, des comptes ouverts à l'étranger sans justification. J'ai suivi les traces, discrètement, jusqu'à ce que je tombe sur une série de mouvements que j'ai refusé de signer. C'est là que tout a changé. Moins d'un mois plus tard, une enquête interne a été lancée contre moi. Quelqu'un avait inséré mon nom sur des documents falsifiés. Des montants avaient été transférés sous mon identifiant personnel. Et tous ceux à qui je faisais confiance se sont éloignés, un par un. Même mon associé le plus proche. Vous avez essayé de vous défendre? Oui, mais la machine judiciaire est lente. Et quand vous avez face à vous des gens prêts à tout pour vous faire tomber, chaque jour de retard joue contre vous. Alors j'ai décidé de tout quitter. J'ai pris ce carnet, quelques effets personnels, et je suis parti. Pas pour fuir la justice, mais pour pouvoir revenir avec les moyens de prouver la vérité. Il sortit une clé de sa poche, petite, argentée, suspendue à un anneau de cuir usé. Ce que je cherche est dans une propriété à Lyon, un appartement discret, au nom de ma sœur. Elle ignore même qu'il m'appartient. C'est là que j'ai sauvegardé les documents, les mails, les preuves. Mais je ne peux pas y aller tant qu'on me surveille, et je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Alors j'attends, j'écoute, je me prépare. » Élise resta un long moment silencieuse. Elle observait cet homme qui, quelques jours plus tôt, n'était qu'une silhouette tremblante sous la pluie. À présent, il lui dévoilait les contours d'une vie brisée par la trahison, d'une bataille invisible contre des ennemis sans visage. Elle ne savait pas encore s'il disait toute la vérité, mais elle sentait que ce qu'il avait dit ce jour-là était profondément réel. Il n'y avait pas d'exagération dans ses mots, pas de pathos, juste la fatigue d'un homme qui avait été forcé de tout abandonner. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que je vous dois au moins ça, et parce que je sens que le temps s'écoule. Je ne pourrai pas rester ici longtemps. Quelqu'un finira par me voir, par poser des questions, et je veux que vous sachiez pourquoi je suis ici, avant que tout ne bascule. Et si je vous dénonçais maintenant, je comprendrais. Mais je vous demande une seule chose. Attendez 3 jours. Après cela, si vous jugez que je n'ai rien fait pour mériter votre confiance, vous ferez ce que vous croirez juste. » Élise ne répondit pas. Elle s'éloigna lentement, la clé qu'il venait de lui montrer gravée dans son esprit. Cette clé n'était pas qu'un objet. C'était une promesse, un plan, un risque immense. Et elle, malgré elle, en faisait désormais partie. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension sourde que seul le travail quotidien parvenait à étouffer. Élise, bien qu'elle ne le montre pas, vivait dans un état de vigilance permanent. Elle contrôlait ses gestes, choisissait ses mots avec plus de soin que jamais et organisait ses allées et venues dans le village pour éviter toute interaction inutile. L'homme, dont elle n'avait toujours pas entendu le prénom, continuait de vivre reclus dans la cabane, aidant aux tâches ménagères, réparant des outils, fendant du bois. Il ne sortait jamais au-delà du potager,
et chaque fois qu'un bruit venait de la forêt ou qu'un animal passait trop près, il s'interrompait, le regard figé, comme si une seule silhouette surgissant de la brume suffisait à mettre fin à son refuge. Mais le silence du monde extérieur n'allait pas durer éternellement. Tout avait commencé le samedi matin suivant, au marché de la place centrale, comme souvent. Élise, fidèle à ses habitudes, s'y rendit avec son panier rempli de confitures, de légumes frais et de quelques bocaux de compote. Elle tenait un petit coin de table partagé avec la vieille Madame Lafaille, une veuve connue pour ses bouquets de fleurs séchées et ses bavardages interminables. Cette fois, cependant, la parole de la vieille femme était plus ciblée. Elle parlait moins du temps, plus des gens. « Tu sais, Élise, » commença-t-elle d'un ton que l'on devine calculé, l'air faussement anodin, « on dit qu'un étranger a été vu près du vieux sentier de la chapelle. Grand, bien habillé, mais sale comme un charbonnier. Pas un de chez nous, c'est sûr. Et pas un randonneur non plus. Il ne portait pas de sac à dos, juste un manteau qui n'était clairement pas à sa taille. » Élise sentit immédiatement le froid lui grimper le long du dos. Elle se força à ne pas réagir, posa tranquillement un pot de confiture sur la nappe et répondit sans lever les yeux « Je n'ai vu personne. Les bois sont pleins d'animaux, et parfois les ombres jouent des tours. Mais Madame Lafaille n'était pas dupe. Ce n'est pas un animal, ma fille. Marcel l'a vu de ses propres yeux. Il dit que l'homme venait de la direction de ton coin, et il en a parlé au boulanger. Tu sais comment sont les gens, surtout quand ils ont du temps et des oreilles à prêter. » Élise hocha lentement la tête, évitant de répondre immédiatement. Elle termina la vente à une cliente, puis ajouta d'un ton plus neutre « J'ai des poules qui s'échappent parfois. Peut-être a-t-il confondu une silhouette avec autre chose. » Mais elle sentait déjà que ces mots n'avaient pas convaincu. Elle sentait aussi les regards en coin de deux autres commerçants de l'autre côté de la place. L'un d'eux, un vendeur de fromage qui d'ordinaire ne lui adressait qu'un simple salut, vint lui parler un peu plus tard, apparemment par simple curiosité. « On dit qu'un homme aurait été aperçu dans les bois. Tu n'as rien vu, toi qui vis là-bas ?»« Non, rien. Peut-être un promeneur égaré. Il n'y a rien à chercher par chez moi. » Le vendeur acquiesça, mais son expression trahissait un doute. Il n'insista pas, mais elle sentit que les rumeurs prenaient racine. Ce fut dans les jours suivants que les effets devinrent plus visibles. Lorsqu'Élise entra à l'épicerie, la tenancière, habituellement affable, s'interrompit brièvement au milieu d'une conversation. Lorsqu'elle demanda du sucre et du vinaigre, on lui proposa des alternatives, comme si l'on essayait d'allonger l'échange, d'ouvrir une porte à la discussion. Mais Élise, sur la défensive, répondait par des phrases courtes, payait en liquide et quittait les lieux dès que possible. À la cabane, l'atmosphère devenait tout aussi oppressante. Le visiteur avait compris que quelque chose avait changé. Un soir, alors qu'ils réparaient ensemble une fenêtre dont le bois avait pourri, il l'observa longuement avant de parler. « Quelque chose ne va pas. Vous êtes plus tendue, plus silencieuse encore. » Élise soupira, nettoyant la vitre avec un chiffon rugueux. « On parle. Au marché. On raconte qu'un homme aurait été vu dans les bois, pas loin d'ici. Les gens posent des questions. Et je n'ai pas d'explication qui ne paraisse suspecte. » Il pinça les lèvres et son regard devint sombre. « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu vous exposer. Et pourtant, c'est ce que vous avez fait. » Il hocha lentement la tête. « Je partirai demain, si vous le souhaitez. » Elle s'arrêta, le regarda avec un mélange d'amertume et de résolution. « Ce n'est pas seulement ce que je souhaite. C'est ce que la situation exige. Mais si vous partez sans plan, vous serez retrouvés. Les gendarmes commencent à venir plus souvent en village. Ils écoutent, ils posent des questions discrètes. Il suffit d'un détail, d'un mot. Vous ne pourrez pas survivre là-dehors sans aide. » Il se leva, fit quelques pas en silence, puis revint vers elle avec cette même clé suspendue à son anneau de cuir. « Je vous ai parlé de cet appartement à Lyon. Si je pouvais y aller, je pourrais rassembler les preuves, contacter un avocat de confiance et faire tomber ceux qui ont orchestré tout cela. » Élise l'observa, puis répondit d'un ton sec « Mais vous ne pouvez pas y aller, pas tant que vous êtes recherché. »« Non, mais vous le pouvez. » Elle recula d'un pas, interdite. « Moi ? Aller à Lyon pour vous ? Vous êtes fou. Je n'ai personne d'autre. Et vous êtes la seule à connaître une partie de la vérité. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais si vous voyez ce que contient cet appartement, vous saurez que je n'ai pas menti. Et si c'était un piège ? Et si c'était vous le manipulateur ? » Il leva les mains comme s'il acceptait le doute. « Je ne vous force à rien,
Mais le temps joue contre moi, et contre vous aussi. Car si je suis découvert ici, vous serez impliqués. » Élise resta de longues minutes silencieuse. Elle savait que la situation devenait intenable. Les regards, les soupçons, les voix basses qui se taisaient à son passage. Elle sentait que le village tout entier était en train de tourner ses antennes dans sa direction. Et elle savait aussi qu'elle devait choisir. Ou bien elle le livrait et se débarrassait d'un fardeau dangereux, ou bien elle s'engageait plus loin encore dans une histoire dont elle ne contrôlait pas les conséquences. Mais une chose était sûre, le calme de sa vie d'avant avait disparu. Et plus personne dans la vallée ne la regardait désormais comme une simple fille des champs. Le lendemain matin, le silence dans la cabane était plus lourd qu'à l'ordinaire. Élise s'était levée avant l'aube comme à son habitude, mais cette fois sans allumer la lampe ni allumer le feu. Elle avait besoin d'un moment seul, sans regard posé sur elle, sans voix qui lui rappelle les derniers événements. Assise près de la porte entr'ouverte, elle observait la brume s'étirer entre les arbres, laissant paraître les premiers contours du jardin. Tout était calme dehors, mais à l'intérieur, une tempête de décision l'agitait. Elle avait à peine dormi. Les mots de la veille résonnèrent dans sa tête avec une clarté douloureuse. Aller à Lyon, entrer dans un appartement inconnu, ouvrir un espace appartenant à un homme qu'elle connaissait à peine et qui lui demandait sa confiance sans pouvoir lui garantir qu'il la méritait. Elle entendit ses pas dans la pièce à côté, reconnaissant déjà son rythme, prudent, silencieux, presque trop discipliné pour un homme en fuite. Il entra dans la cuisine sans parler, mais cette fois, c'est lui qui brisa le silence en premier. « Il est temps que je vous dise mon vrai nom. » Élise se retourna lentement. Il tenait dans ses mains une chemise froissée qu'il avait récupérée dans son sac. Elle le fixait immobile, les bras croisés. « Je vous écoute. » Il s'assit, les épaules tendues, le regard droit. « Alexandre. Alexandre Beaumont. » Elle resta un moment figée. Ce nom ne lui était pas inconnu. Pas parce qu'elle avait déjà rencontré quelqu'un qui le portait, mais parce qu'elle l'avait lu, entendu, dans un journal oublié à l'épicerie, dans une discussion entre deux hommes à la foire du printemps dernier. Beaumont, famille d'industriels influents, propriétaire de plusieurs entreprises de transport et de logistique, présente dans plusieurs régions de France. Un nom lourd, riche, un nom qui appartenait à ceux qui ne disparaissent pas sans faire de bruit. « Vous êtes ce Beaumont ? Celui dont on a parlé il y a quelques mois dans une affaire de faillite maquillée et de fraude à grande échelle. » Il hocha lentement la tête. « Oui, celui-là. Et vous pensez vraiment que je vais vous croire maintenant ?» Il se pencha légèrement vers elle, sans agressivité, mais avec une intensité nouvelle. « Je ne vous demande pas de croire un nom. Je vous demande de croire ce que vous avez vu. Depuis que je suis ici, je ne vous ai pas menti sur ce que je suis devenu. Je vous ai caché d'où je venais, oui, mais vous saviez déjà que je n'étais pas ce que je prétendais être. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je suis Alexandre Beaumont, héritier de l'Empire Beaumont, et que tout ce que je possédais m'a été volé par un homme en qui j'avais placé toute ma confiance. » Élise inspira lentement. Elle sentait que cette vérité-là, même si elle était difficile à accepter, correspondait enfin à ce que son instinct lui hurlait depuis le premier soir. Rien dans les gestes de cet homme ne ressemblait à ceux d'un marginal. Son éducation, sa posture, sa connaissance des objets les plus anodins, son silence même, tout indiquait qu'il venait d'un monde structuré, hiérarchisé, exigeant, et surtout qu'il avait été élevé dans un cadre où la responsabilité et l'apparence comptaient plus que tout. Qui est cet homme? Celui qui vous aurait trahi? Marc Delattre, mon associé, mon ami d'enfance. Il a intégré l'entreprise à l'âge de 24 ans, après des études à HEC. Il m'a toujours suivi dans mes décisions et moi dans les siennes. Nous avions un projet d'expansion, une stratégie ambitieuse de diversification des services. Mais en réalité, il utilisait notre ambition pour détourner des fonds. Petit à petit, il a transféré de l'argent vers des entités contrôlées par des hommes de paille. Quand j'ai commencé à poser des questions, il a inversé la charge. Il a fait croire que c'était moi qui manipulais les comptes. Il avait déjà préparé les documents, les preuves montées de toutes pièces. Il avait le temps, les contacts et surtout, il avait mon entière confiance. Et vous n'avez pas eu le courage de l'affronter. J'ai voulu le faire, mais je me suis vite retrouvé isolé. Il avait infiltré nos avocats, nos cadres, même une partie de notre conseil d'administration. À la moindre tentative de défense, je me heurtais à des portes closes. Et la presse a été alimentée dès les premières heures.
Tout était orchestré pour que je sois celui qui tombe. Lui, il restait dans l'ombre, propre, calme, prêt à me remplacer. Élise ne répondit pas tout de suite. Elle regardait cet homme, cet Alexandre, avec un mélange de méfiance persistante et de compassion involontaire. Il avait l'air fatigué, mais pas brisé. Il portait en lui quelque chose de plus grand que la peur, une volonté, celle de rétablir une vérité qui lui avait été arrachée. « Et vos proches, votre famille, ils ne vous ont pas soutenu ?»« Mon père est mort il y a 6 ans. Ma mère vit à l'étranger. J'ai une sœur, mais elle est trop jeune et je ne veux pas l'impliquer. Tous les autres m'ont tourné le dos, certains par peur, d'autres par intérêt. Mon nom est devenu un poison, et ceux qui m'étaient fidèles ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. » Il se leva, marcha lentement vers la fenêtre, regardant au loin les lignes pâles du paysage d'hiver. « Je n'ai plus rien, Élise. Pas d'argent, pas d'alliés, pas de légitimité. Ce que j'ai, c'est une clé. Et dans l'appartement qu'elle ouvre, il y a les dernières preuves de ma loyauté. Des sauvegardes de courriel, des copies de transfert, des dossiers que Delattre croyait effacés. Ils sont protégés, mais je dois être là pour les récupérer, avec discrétion, et surtout au bon moment. Sinon, tout cela disparaîtra. Et avec cela, la dernière chance que j'ai de reprendre ma place. » « Reprendre votre place ? Vous voulez revenir dans ce monde qui vous a trahi ?» Il se retourna vers elle, le regard clair, ferme. « Non, mais je veux que la vérité soit dite. Je veux que Delattre tombe. Je veux que ceux qui ont profité de mon silence paient pour ce qu'ils ont fait. Et je veux pouvoir marcher dans la rue sans que mon nom soit associé à un scandale inventé. » Elle s'approcha de lui, les bras croisés. « Et vous croyez que ce sera possible, même avec des preuves ? Peut-être pas. Mais je dois essayer. Et si vous m'aidez à atteindre cet appartement, je pourrai le faire, pas pour moi, pour rétablir un minimum de justice. » Élise baissa les yeux. Elle n'avait jamais rêvé de justice, ni de grande cause. Sa vie se résumait à survivre, à planter, à vendre ses bocaux. Mais ce jour-là, dans cette cabane qui sentait encore le bois mouillé et le linge séché au feu, elle comprit que son quotidien venait d'être irréversiblement lié à une histoire qui dépassait toutes les limites de sa petite vie de villageoise. Elle ne dit pas encore oui, mais elle ne dit pas non. Et dans son silence, Alexandre sut qu'il avait encore une chance. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension feutrée, rythmée par les regards échangés et les silences lourds de signification. Élise, désormais porteuse du nom de celui qu'elle hébergeait, n'ignorait plus rien de la gravité de la situation. Chaque pas, chaque mot, chaque aller-retour jusqu'au village prenait un poids qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Et Alexandre, maintenant démasqué mais étrangement plus calme, s'était mis à parler davantage. Non pas pour convaincre, mais pour préparer. Car à mesure que les heures passaient, la certitude qu'ils devaient agir s'imposait à eux comme une évidence. Ce fut un soir, après un repas rapide, alors que la pluie fine martelait le toit, qu'il sortit d'un recoin de sa besace un épais dossier, soigneusement protégé dans une housse plastifiée. Il le posa sur la table, entre eux deux, et le regarda longuement avant de parler. « Ce que contient ce dossier est la base de mon plan pour récupérer mon nom. Pas ma fortune, pas ma position, mon nom. Le reste ne m'intéresse plus. » Élise ouvrit prudemment la chemise. À l'intérieur, elle découvrit des documents bancaires, des correspondances internes imprimées, des relevés codés, des captures d'écran de comptes offshore et même des échanges de courriels entre différents membres de la direction de l'entreprise. À chaque page tournée, elle sentait la mécanique se révéler. C'était plus qu'un simple dossier de défense. C'était une carte précise d'un système pensé pour effacer Alexandre. Ces documents, je les ai récupérés avant ma fuite. Je savais que quelque chose clochait. Certains courriels ont été effacés des serveurs, mais j'en avais fait des copies locales. Les comptes liés à Delattre sont connectés à des entités fictives, toutes domiciliées à l'étranger. Il utilise des prête-noms, mais plusieurs erreurs ont été commises. Des transferts réalisés les jours où il était supposé être en réunion à Paris, alors qu'en vérité, il était à Genève. Des signatures qui ne correspondent pas parfaitement. Et surtout, des contradictions entre les déclarations fiscales et les mouvements bancaires. Élise n'était pas experte, mais même elle pouvait voir que les incohérences s'accumulaient. Elle ne connaissait pas les détails du monde financier, mais elle comprenait la logique du mensonge. Et ici, tout sentait l'artifice mal dissimulé. Et l'appartement ? Celui dont vous avez parlé, il contient plus de documents comme ceux-là ? Beaucoup plus.
J'y ai stocké 2 disques durs avec les sauvegardes complètes de mes échanges professionnels, ainsi qu'un coffre contenant des originaux. Le tout est bien caché. L'appartement appartient légalement à ma sœur, mais personne ne sait que j'en ai l'usage. C'est un point mort dans le système. Aucun lien officiel, c'est ma dernière ressource. Et comment comptez-vous y aller sans être repéré? Il sortit de sa poche un plan dessiné à la main, tracé avec soin. Des itinéraires y figuraient, des horaires, des points de contrôle. Il avait calculé les trajets, les temps de passage, les lignes secondaires de train et les correspondances peu fréquentées. Je ne peux pas me déplacer seul. Mon visage est connu. Même s'il ne figure pas sur les avis de recherche publics, il a circulé dans les milieux économiques et dans certaines rédactions. En revanche, vous êtes invisible à leurs yeux. Une jeune femme de la campagne. Sans antécédents, sans lien, sans réseau, vous pouvez vous déplacer librement. Personne ne vous suspectera. Élise referma le dossier, les mains légèrement tremblantes. Et vous attendez de moi que je parte seul à Lyon, que je récupère les disques et les documents, et que je revienne ici comme si de rien n'était? Non, je ne veux pas que vous reveniez ici. Je veux que vous alliez à Lyon, que vous preniez ces éléments, et que vous les remettiez à l'homme que je vais vous indiquer. Un ancien avocat d'affaires, à présent à la retraite. Il habite non loin de la Croix-Rousse. Il me connaît, mais il n'est lié à aucun des réseaux corrompus. Il peut porter le dossier devant les autorités compétentes sans déclencher immédiatement une alerte. Il saura à qui s'adresser pour que cela reste discret mais efficace. Vous comprenez ce que vous me demandez, Alexandre? Oui, je vous expose à un risque. Et je le fais parce que vous êtes la seule personne à m'avoir tendu la main sans rien attendre en retour. Je n'abuserai pas de votre confiance. Si vous refusez, je comprendrai. Mais si vous acceptez, je vous jure que vous ferez basculer cette affaire. Et que, quoi qu'il advienne, je vous protégerai. Elle le fixa longuement. Il y avait dans sa voix une force que l'on ne trouve que chez ceux qui ont déjà tout perdu. Il ne cherchait pas à l'émouvoir, ni à la convaincre par la pitié. Il posait les faits, avec la rigueur de celui qui a vu la trahison détruire tout ce qu'il avait construit. Le lendemain matin, ils passèrent des heures à répéter les étapes. Elle devrait prendre un car jusqu'à Clermont-Ferrand, puis un train régional vers Lyon. Dans la gare, elle devrait passer par une sortie secondaire, prendre un taxi jusqu'à l'adresse, entrer dans l'immeuble en utilisant un code que seul Alexandre connaissait et récupérer le contenu caché derrière une cloison amovible dissimulée dans une vieille armoire métallique. Le tout ne devait pas lui prendre plus de 2 heures. Et si quelqu'un m'attend là-bas? Personne ne sait que cet endroit existe et personne ne vous connaît. Mais si, par malheur, quelque chose tourne mal, vous ne devez pas revenir ici. Vous partez. Vous vous réfugiez chez la personne dont je vous ai parlé. Il saura quoi faire. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle savait qu'elle s'apprêtait à franchir une ligne qui ne permettait aucun retour. Elle avait toujours évité les conflits, les choix extrêmes. Mais cette fois, il n'était plus question de confort. Il s'agissait de vérité. Et peut-être, en agissant, de retrouver aussi une part d'elle-même longtemps oubliée. Le soir venu, elle fit ses bagages discrètement. Quelques vêtements simples, ses papiers d'identité, un peu d'argent qu'elle gardait pour les urgences. Elle glissa le plan d'Alexandre dans une chemise entre 2 livres et dissimula le tout dans un sac de toile. Lorsqu'elle revint dans la pièce principale, il l'attendait debout, près de la porte. « Merci, Élise. Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi. » Elle le regarda avec gravité. « Ce n'est pas pour vous que je fais ça. C'est parce que je ne peux pas rester à ne rien faire, alors que je sais ce qui se passe. » Il hocha la tête. Ils ne s'étreignirent pas. Aucun geste affectueux, pas de promesse, juste un accord silencieux entre 2 êtres que le hasard avait réunis dans une cabane au bout d'un chemin oublié, et qui, désormais, jouaient une partie bien plus grande qu'eux. Le jour du départ approchait. Élise avait fixé la date sans l'annoncer au village, prétextant vouloir visiter une vieille tante malade dans une commune voisine. Elle évitait les regards curieux, se faisait plus discrète encore que d'ordinaire, et limitait ses passages sur la place. Chaque détail de l'itinéraire avait été mémorisé. Les horaires, les codes d'entrée, l'ordre dans lequel elle devrait récupérer les documents, les phrases à prononcer devant l'avocat à Lyon. Tout était réglé. Alexandre passait ses journées à affiner les moindres étapes, vérifiant les plans, simulant des réponses, anticipant des imprévus. Pourtant, ce qu'il n'avait pas prévu arriva sans crier gare. C'était un mardi après-midi, à peine 2 jours avant le départ. Le ciel était bas,
couvert d'un gris uniforme qui annonçait de la pluie. Élise avait passé la matinée à fendre du bois tandis qu'Alexandre nettoyait les outils de jardinage. Aucun mot n'avait été échangé au sujet du voyage depuis la veille. Le silence était devenu leur mode de communication par défaut, clair, utile, sans perte d'énergie. Mais à 14 heures passées, alors qu'Élise sortait pour récupérer un panier d'œufs, elle aperçut au bout du sentier qui menait à la route principale une silhouette inhabituelle, un uniforme, un gendarme. Elle se figea. Son souffle se coupa une demi-seconde. L'homme avançait lentement, accompagné d'un autre, plus jeune. Tous deux portaient des vestes bleu marine et des bottes de marche. Rien de menaçant à première vue. Ils ne couraient pas, ne criaient pas, ne brandissaient pas d'armes. Mais leur simple présence brisait le fragile équilibre que la cabane abritait depuis plusieurs semaines. Elle reposa le panier, inspira profondément et marcha à leur rencontre. Elle n'avait pas le temps d'aller prévenir Alexandre. La seule chose à faire était de les intercepter avant qu'ils n'arrivent trop près de la cabane. « Bonjour, messieurs, je peux vous aider ?» Le plus âgé des deux prit la parole avec une courtoisie polie, presque administrative. « Bonjour, mademoiselle Moreau. Rien d'alarmant. Nous faisons une tournée de routine dans les hameaux isolés. La préfecture souhaite s'assurer que tout le monde a accès à l'information concernant une enquête en cours. Des vérifications sont faites sur toute la région. » Élise força un sourire, maîtrisant la tension dans sa gorge. « Une enquête? Quel genre d'enquête ?» Le plus jeune prit un dossier dans son sac et le lui tendit. Il s'agit d'un individu recherché, un homme entre 30 et 40 ans, probablement en fuite. Il aurait quitté Paris après avoir été impliqué dans une affaire financière. Il aurait été vu dans les environs il y a une dizaine de jours. Elle lut le document rapidement. La description était vague, aucun nom n'était mentionné, aucune photo, mais elle savait pertinemment que cela concernait Alexandre. Il n'y avait aucun doute possible. « Et vous croyez qu'il pourrait être passé par ici ? Ce n'est pas exactement un lieu de passage. Justement, il pourrait chercher à se cacher dans un endroit discret. Certains habitants ont signalé des mouvements inhabituels, des bruits, des traces dans les bois. » Des traces? Oui, près du sentier de la Chapelle. Et il paraît qu'un homme a été aperçu au marché de Saint-Amand-Roche-Savine. Bien habillé mais sale, comportement étrange. Cela a suffi pour relancer la recherche dans la zone. Elle savait que le signalement provenait probablement de quelqu'un du village. Peut-être le boulanger. Il l'avait regardé avec trop d'insistance lors de son dernier passage. Un simple regard de travers pouvait suffire pour alimenter la machine à soupçons. « Je n'ai rien vu », dit-elle en rendant le dossier. « Personne n'est passé par ici, en tout cas, pas à ma connaissance. Est-ce que nous pouvons jeter un œil à votre propriété ? Rien de formel, juste un contrôle rapide. Le capitaine souhaite que tout soit couvert. » Elle hésita. Dire non aurait été suspect. Dire oui risquait de tout faire tomber. « Bien sûr, » répondit-elle après un bref silence. « Suivez-moi. » Elle guida les deux hommes vers la cabane, priant intérieurement pour qu'Alexandre ait eu le réflexe de se cacher dès qu'il avait perçu leur présence. Il n'y avait pas beaucoup d'options. Soit il se dissimulait sous le plancher, derrière la cloison du garde-manger, soit il s'était échappé par l'arrière et s'était enfoncé dans les bois. Elle ouvrit la porte d'un geste naturel, les laissant entrer les premiers. Comme vous pouvez le voir, c'est modeste. Une pièce principale, une petite remise à l'arrière, et le grenier est vide. Les gendarmes commencèrent à fouiller. Ils ouvrirent les placards, tapèrent contre les murs, soulevèrent la couverture sur le banc. L'un d'eux entra même dans le cellier, où elle conservait les bocaux de compote. Chaque pas résonnait dans son crâne comme un coup de marteau. « Vous vivez seul ici ?»« Oui, depuis la mort de mes parents. »« Aucun visiteur ? Amis, cousins, clients de passage ? » ?»« Personne. Je vends mes produits au marché, c'est tout. » Ils la remercièrent, prirent quelques notes et quittèrent la maison sans rien dire de plus. Mais avant de partir, l'un d'eux se retourna vers elle. « On reviendra d'ici quelques jours au cas où. Si vous voyez ou entendez quoi que ce soit, n'attendez pas. Prévenez-nous. » Elle acquiesça, les regarda s'éloigner sur le chemin boueux, puis referma lentement la porte. Alexandre sortit de derrière le mur du garde-manger, le visage pâle, les vêtements couverts de poussière. « Je les ai entendus. J'ai cru qu'ils allaient ouvrir la cloison. » Élise hocha la tête. Sa respiration était encore courte. « Ils reviendront. On a perdu l'avantage du temps. Il faut partir plus tôt, » dit-il aussitôt. « Demain matin, avant l'aube. »« D'accord, je me préparerai. » Elle le regarda avec une gravité nouvelle.
Le plan devait maintenant être modifié. Le délai qu'ils avaient prévu avait fondu comme neige au soleil. Ce n'était plus une simple mission discrète. C'était une course contre la montre. Et toute erreur, toute hésitation pouvait les mener droit dans un piège. Le jour suivant se leva sous un ciel d'un gris uniforme, sans vent ni chant d'oiseaux. Un calme inquiétant régnait sur les abords de la forêt, comme si même la nature retenait son souffle. Élise n'avait presque pas dormi. Elle s'était couchée tard, les nerfs tendus, l'estomac noué par l'angoisse et les préparatifs. Alexandre, de son côté, avait passé la majeure partie de la nuit à réorganiser les documents, vérifier les détails du trajet, griffonner des notes sur un carnet de poche. À 5 heures du matin, alors que le soleil ne s'était pas encore levé, ils étaient prêts à partir. Mais ce matin-là, un imprévu changea le cours de leur plan. À peine Élise avait-elle ouvert la porte qu'elle aperçut une silhouette sur le sentier. Une carrure large, immobile, plantée comme une statue à une trentaine de mètres. Un homme. Il ne portait pas d'uniforme, mais son attitude n'avait rien de naturel. Il ne marchait pas. Il attendait. Elle reconnut tout de suite Augustin, le boulanger du village. Depuis plusieurs semaines, elle avait remarqué ses regards insistants, ses questions déguisées lorsqu'il lui tendait sa monnaie, ou lui demandait comment elle allait toute seule là-haut. Augustin était un homme rugueux, sans subtilité, qui n'avait jamais caché son mépris pour ceux qui, selon lui, cherchaient à vivre en dehors du monde. Élise savait qu'il ne l'aimait pas vraiment, et encore moins depuis qu'elle avait poliment décliné plusieurs de ses avances mal déguisées, 2 hivers plus tôt. Lorsqu'elle le vit là, figé sur le sentier, son cœur se serra. Ce n'était pas une simple coïncidence. Il n'était pas venu pour du pain ou pour discuter. Il observait, et probablement pas pour la première fois. Elle recula lentement, refermant partiellement la porte. Alexandre, assis à la table, leva les yeux vers elle sans parler. Elle n'eut pas besoin d'expliquer. Il comprit aussitôt. « Il faut partir maintenant », murmura-t-elle. « Est-ce qu'il est seul ?» « Pour l'instant, oui, mais s'il a parlé aux gendarmes, ils ne sont pas loin. » Alexandre se leva rapidement, prit son sac, vérifia que la clé de l'appartement et le plan étaient bien en place, puis lança un dernier regard à la cabane. « Par derrière, dit-elle, le sentier du ruisseau. Il est moins visible. » Ils sortirent sans bruit, refermant la porte sans la verrouiller, et descendirent discrètement par l'arrière, longeant les rangées de légumes en silence. Mais à peine avaient-ils atteint la lisière du bois qu'un bruit les figea. Une voiture, puis une deuxième. Des portières qui claquent, des voix, des pas lourds sur les feuilles mortes. Le piège était refermé. Alexandre se retourna, cherchant une issue dans le fouillis des arbres. Élise, le cœur battant, sentit une main se poser sur son épaule. Elle se retourna violemment, mais ce n'était qu'un gendarme, l'air plus surpris qu'agressif. « Mademoiselle Moreau? Vous êtes bien Élise Moreau ?»« Oui, » dit-elle, la voix tendue. « Nous avons reçu une information selon laquelle un individu recherché pourrait se trouver sur votre propriété. Nous devons procéder à une vérification immédiate. » Derrière elle, Alexandre s'était déjà écarté, les mains levées, le visage calme. « Je suis là, » dit-il simplement. Pas besoin de violence. 3 gendarmes s'avancèrent, armes à la ceinture mais non dégainés. Ils encerclèrent Alexandre sans brutalité, mais avec une précision froide. L'un d'eux lut ses droits, pendant que les 2 autres vérifiaient son identité. Élise ne dit rien. Elle restait droite, les bras le long du corps, incapable de détacher les yeux de la scène qui se jouait devant elle. C'est à ce moment que la silhouette d'Augustin réapparut, cette fois accompagnée d'un 4e gendarme. Il s'approcha d'Élise, l'air faussement désolé. « J'ai rien contre vous, Élise, mais on ne peut pas se permettre de couvrir des gens comme ça. Il a une sale réputation. Et puis vous êtes jeune, vous savez pas dans quoi vous vous embarquez avec ce genre de type. » Elle ne répondit pas. Sa mâchoire était serrée, son regard figé sur lui, comme si elle cherchait à le transpercer de silence. L'homme haussa les épaules, puis tourna les talons, satisfait de son rôle. Les gendarmes conduisirent Alexandre vers la voiture. Avant de monter, il se retourna une dernière fois vers elle. Dans ses yeux, elle lut une certitude. Il ne lui faisait aucun reproche, aucun regret, juste un message silencieux. « Continue. » Elle comprit à cet instant qu'il lui faisait entièrement confiance, que malgré la trahison, le plan n'était pas fini. Il avait prévu cette possibilité. Il avait intégré l'échec à sa stratégie. Et maintenant, tout dépendait d'elle. Une fois les voitures parties,
Elle retourna seule à la cabane. Les gendarmes avaient fouillé l'intérieur, déplacé les meubles, ouvert les tiroirs. Mais ils n'avaient pas trouvé le carnet, ni le double des documents, ni le plan détaillé soigneusement dissimulé sous les planches du plancher, dans une cavité que seul Alexandre connaissait. Elle s'assit sur le banc, le dossier sur les genoux, et comprit que la mission ne s'arrêtait pas là, que sa tâche, loin de s'achever, venait seulement de commencer, et qu'en trahissant Alexandre, Augustin venait de la pousser à aller jusqu'au bout, non par vengeance, mais parce que maintenant, c'était aussi son combat. Dès que la dernière voiture disparut au détour du sentier, avalée par le silence pesant de la forêt, Élise se leva. Elle ne resta pas une minute de plus assise sur ce banc où, pendant des semaines, elle avait vu Alexandre dormir, lire, réfléchir. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Le plan qu'ils avaient tracé ensemble n'était plus un projet hypothétique ni une précaution en cas d'extrême nécessité. Il était désormais le seul chemin possible. Elle retourna à l'intérieur de la cabane, ferma toutes les fenêtres et verrouilla la porte, non pour se protéger, mais pour s'assurer que personne d'autre ne viendrait fouiller une seconde fois. Puis, à genoux sur le sol, elle écarta le tapis usé, dévissa 2 lattes du plancher avec le couteau que son père utilisait autrefois pour tailler les piquets du jardin et retira la boîte dissimulée dans la cavité en dessous. À l'intérieur, tout était encore là. Le carnet en cuir, les copies des documents qu'Alexandre avait collectés, le plan détaillé de l'itinéraire vers Lyon, la photo d'un certain maître Delorme, ancien avocat d'affaires reconverti en conseiller juridique indépendant, et la clé argentée marquée d'un discret B gravé sur l'extrémité. Rien n'avait été touché. Les gendarmes, pourtant minutieux, n'avaient pas pensé à vérifier sous le plancher. Elle replaça les lattes, remit le tapis et prépara son sac. Pas de vêtements superflus, juste l'essentiel. Elle glissa les documents dans une chemise rigide, rangea le carnet dans une poche intérieure et vérifia que la clé était bien fixée à l'anneau de cuir qu'elle porterait autour du cou, caché sous son pull. En moins d'1 heure, tout était prêt. Elle enfila un manteau sombre, une écharpe épaisse, et sortit à pied prenant le petit sentier qui contournait les collines vers l'est, loin des routes fréquentées. Elle marcha sans s'arrêter jusqu'à l'arrêt de car régional, situé à 6 km, près de la station-service désaffectée. C'était un endroit oublié que seuls les habitants les plus âgés utilisaient encore. Le car mettait presque 2 heures à rejoindre Clermont-Ferrand, en passant par des hameaux isolés. Idéal pour quelqu'un qui voulait voyager sans attirer l'attention. Pendant le trajet, elle ne parla à personne. Les rares passagers étaient des retraités, des femmes avec des sacs de provisions, un adolescent qui écoutait de la musique avec des écouteurs bon marché. Personne ne la regarda 2 fois. Personne ne remarqua que sous son sac usé se trouvaient des documents qui pouvaient ruiner une des figures les plus respectées du monde économique français. À Clermont-Ferrand, elle changea de bus. Cette fois, direction Lyon. Elle avait acheté son billet en espèces 2 jours plus tôt, prévoyante. Lorsqu'elle monta dans le véhicule, elle choisit une place côté couloir, à l'arrière, et garda ses affaires sur les genoux. Elle ne dormit pas. Trop de pensées l'envahissaient, et surtout, elle répétait mentalement chaque étape de ce qui l'attendait à l'arrivée. Lyon apparut en fin d'après-midi, baigné dans une lumière terne. Le ciel était bas, presque métallique. Elle descendit discrètement, se mêla à la foule et prit un taxi comme prévu. Elle indiqua l'adresse écrite sur le papier qu'Alexandre lui avait donné. L'immeuble se trouvait dans le quartier de la Croix-Rousse, dans une rue calme bordée de platanes dénudés. Une façade grise, sans enseigne, sans concierge, sans caméra, parfaitement anonyme. Elle entra le code au clavier situé près de la porte. Un déclic se fit entendre. Elle poussa le battant, monta 2 étages à pied et arriva devant une porte simple sans numéro visible. La clé entra parfaitement dans la serrure. Elle ouvrit, referma derrière elle et attendit 1 minute, immobile, pour s'assurer que personne ne l'avait suivie. L'appartement était minuscule, une seule pièce meublée avec une table, 2 chaises, une étagère remplie de dossiers et un lit plié contre le mur. Aucun signe de vie récente. Elle se dirigea vers l'armoire métallique, comme indiqué. Elle ôta les chemises pendues à l'intérieur, tâta le fond et sentit la cloison amovible. Un léger appui sur le coin supérieur droit et le panneau céda. Derrière, dans un compartiment étroit, se trouvait une pochette noire, un disque dur portable, une clé USB et plusieurs enveloppes fermées.
Elle prit le tout, remit la cloison en place et quitta l'appartement sans traîner. En bas, elle ne prit pas le même taxi. Elle marcha 5 rues, puis appela un autre véhicule à l'aide d'un téléphone public. Elle se rendit ensuite à l'adresse suivante sur la liste. Maître Henri Delorme, avocat retraité, désormais consultant pour des dossiers sensibles. Elle n'avait jamais vu cet homme, mais Alexandre l'avait décrit avec précision. La soixantaine, cheveux gris courts, regard sévère mais franc, toujours en costume, même hors service. Elle sonna. Une voix grave répondit par l'interphone. « Oui, je suis une amie d'Alexandre Beaumont. Il m'a demandé de vous remettre quelque chose. » Un court silence suivit, puis un bourdonnement, et la porte s'ouvrit. L'homme l'accueillit sans sourire, l'invita à entrer dans son bureau privé, situé au rez-de-chaussée d'un ancien immeuble en pierre. Il prit les documents, les examina avec une concentration redoutable, sans dire un mot. Puis, au bout de 20 minutes, il leva enfin les yeux vers elle. « Il est toujours en vie ?»« Oui, arrêté hier, dénoncé par un voisin. Il savait que cela pouvait arriver, et il m'a fait confiance pour finir ce qu'il a commencé. » Maître Delorme acquiesça. Il a bien fait. Il rangea les documents dans un coffre discret sous son bureau, puis prit un téléphone fixe. « Je vais activer quelques contacts, mais à partir de maintenant, vous ne devez plus retourner dans votre village, ni dans la région. Vous serez surveillé. Vous êtes un témoin clé. Et vous venez de mettre en route quelque chose que certains voudront étouffer. Je comprends. Je vais vous héberger ici pour la nuit. Demain, nous organiserons votre transfert vers un endroit sûr. » Élise ne répondit pas. Elle n'avait pas prévu de disparaître. Mais elle comprenait que rester visible signifiait se mettre en danger. Elle accepta la chambre qu'il lui indiqua, s'y installa sans un mot, et passa la nuit les yeux grands ouverts, le dossier d'Alexandre encore brûlant dans ses pensées. Elle ne savait pas si tout cela suffirait, si les preuves seraient considérées comme recevables, si les personnes impliquées seraient poursuivies. Mais elle savait qu'elle avait accompli sa part, et que quoi qu'il advienne, elle ne le regrettait pas. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit, où Élise avait quitté la cabane à l'aube, avec un sac sur le dos et une mission qu'elle n'avait jamais imaginé devoir accomplir. Elle vivait désormais dans une ville de taille moyenne, du sud du pays, sous une autre identité administrative, protégée par les dispositifs discrets mis en place par Maître Delorme et ses partenaires. Elle ne sortait qu'en de rares occasions, évitait tout contact avec ses anciens voisins et n'avait jamais remis les pieds à la foire de Saint-Amand, au marché de la place ou sur le chemin de terre qui menait à sa vieille cabane de bois. Elle avait demandé, dès le début, à être tenue à l'écart des détails de l'affaire. Trop d'informations auraient mis sa sécurité en péril. Elle savait seulement que le dossier transmis avait ouvert une enquête interne d'une rare intensité dans les milieux financiers. Plusieurs cadres avaient été interrogés, des documents saisis, et une procédure, lente mais irréversible, s'était mise en marche. On lui avait promis qu'elle serait avertie si Alexandre venait à être libéré, mais depuis, aucun appel, aucune lettre, aucun signe. Elle avait fini par croire que l'histoire s'était terminée là, qu'il était peut-être toujours en détention préventive ou en exil, ou pire, qu'il avait été réduit au silence par ceux qu'il cherchait à dénoncer. Elle se le refusait, mais une part d'elle vivait dans l'incertitude la plus absolue. Ce matin-là, elle était assise dans la petite cuisine de son appartement, en train de couper quelques légumes pour une soupe, lorsque la sonnerie de l'interphone retentit. Elle sursauta. Elle n'attendait personne. Personne ne venait sans prévenir. Elle s'approcha de l'appareil méfiante. « Mademoiselle Moreau ?» dit une voix d'homme calme posée. Elle se figea. Personne n'était censé connaître ce nom dans sa nouvelle vie. Personne ne devait l'utiliser. « Qui êtes-vous ? Ouvrez, je vous en prie. » Il n'avait pas répété son nom, pas insisté. Mais il y avait dans son ton quelque chose qu'elle reconnut immédiatement. Cette manière de parler, cette retenue, cette franchise, sans brutalité. Elle appuya sur le bouton, sans même avoir pleinement décidé de le faire. Moins d'1 minute plus tard, on frappa à la porte. Elle ouvrit lentement. Il était là, debout sur le seuil. Alexandre. Il ne portait plus ses vêtements usés, ni son manteau sale. Il était vêtu d'un costume sobre, bien taillé, sans ostentation. Rasé de près, les traits un peu plus tirés qu'avant, mais les yeux aussi clairs et déterminés qu'au premier jour. Il avait maigri, il avait vieilli aussi, mais il était libre, debout, vivant. « Je ne pensais pas que vous viendriez, dit-elle simplement.
Moi non plus. Mais je suis là. Il resta sur le pas de la porte, attendant son invitation. Elle s'écarta lentement, le laissa entrer et referma derrière lui. Aucun mot de plus ne fut prononcé pendant plusieurs minutes. Ils restèrent l'un en face de l'autre, absorbés par la simple présence de l'autre, comme si ce silence valait plus que toutes les explications. Enfin, il parla. « Vous avez réussi. Tout ce que nous avons préparé a porté ses fruits. Delorme m'a transmis le dossier. Une cellule d'enquête a été ouverte discrètement, sans alerter la presse. Les preuves étaient solides. Trop solides pour être ignorées. Les comptes ont été gelés. Delattre a tenté de se défendre, mais les incohérences l'ont rattrapé. Il est actuellement en détention, dans l'attente de son procès. Quant à moi, j'ai été blanchi. Officiellement. Totalement. La justice m'a reconnu innocent. Mais surtout, elle a reconnu que j'avais été piégé. Et maintenant, demanda-t-elle, maintenant je suis libre, mais je ne retournerai pas dans ce monde-là. Je n'ai plus envie de reconstruire ce que j'ai perdu. J'ai compris que ce que j'avais bâti était un château de sable. Ce que je veux maintenant, c'est autre chose. Quelque chose de vrai, de solide. Il se tut un instant, puis reprit. Et je suis venu vous voir parce que, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à vous. Sans votre courage, je serais probablement encore dans une cellule. Ou pire, vous avez tout risqué, pour moi, et je ne l'oublierai jamais. Élise baissa les yeux. Elle n'attendait rien de tout cela. Pas de remerciement, pas de reconnaissance. Elle avait agi parce qu'il le fallait, parce qu'elle avait vu en lui une vérité que peu auraient accepté de croire, parce qu'elle refusait de détourner le regard quand il s'agissait de justice. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire », murmura-t-elle. « Vous avez fait ce que personne n'avait osé faire. Vous m'avez cru, et vous avez agi. C'est plus que ce que j'aurais pu espérer de quiconque. » Il s'approcha lentement de la table, observa les légumes coupés, le couteau encore humide, le bol de soupe tiède. Puis il releva les yeux vers elle. « Reviendriez-vous avec moi ? »« Où ? » ?»« Là où vous voudrez. Je n'ai plus de manoir, ni de bureau. Mais j'ai récupéré une maison dans le sud. Un endroit calme. J'y vis seul, pour l'instant. Je ne vous demande pas de décider aujourd'hui, mais je voulais que vous sachiez que vous y serez toujours la bienvenue. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle servit 2 bols de soupe, s'assit en face de lui, et ils mangèrent en silence. Il n'y avait rien à précipiter. Aucun besoin de combler l'espace par des promesses ou des projets. Lorsqu'il repartit, 2 heures plus tard, il lui laissa une adresse. Elle la glissa dans le tiroir de sa table de chevet, sans rien dire. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle dormit profondément. Et pour la première fois depuis qu'elle avait ouvert sa porte à un inconnu trempé et tremblant de froid, elle se sentit en paix.